Elle déposa les derniers 50 $ qu'elle possédait au monde dans le plateau d'offrande et rentra chez elle, où l'attendaient 3 œufs et un quignon de pain. C'était un dimanche. Le jeudi suivant, tout ce qu'on lui avait pris était en train de revenir. L'univers ne tient pas les comptes, mais les gens, si. Et 2 ans après avoir tout perdu, un homme frappa à la porte d'Eudora Mivolt et lui remit une enveloppe. Elle ne le connaissait pas. Elle ignorait ce qu'elle contenait. Mais lorsqu'elle eut fini de la lire, plus rien ne serait jamais comme avant. La femme à qui il remit ses papiers s'appelait Eudora Mivolt. Et Eudora avait passé 40 ans à écrire les noms des gens qui avaient besoin d'elle. L'un de ces noms allait revenir vers elle. L'église était pleine ce dimanche matin-là. Octobre à Savannah, l'air dehors assez vif pour pousser les gens à se hâter vers la chaleur, la musique et quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Eudora était assise au 4e banc à partir de l'avant. La même place depuis 31 ans. Elle avait son manteau sur les genoux, son sac posé au sol près de ses pieds et les mains jointes sur ses genoux. Sa mère lui avait appris cela avant de disparaître, et tout ce que sa mère lui avait appris était tout ce qui lui restait d'elle. Le pasteur termina ses annonces puis marqua une pause. Un silence qui annonçait qu'une chose difficile allait être dite. Il parla d'une jeune femme de la communauté, 24 ans, couturière. Elle souffrait d'un trouble nerveux à la main gauche qui s'aggravait depuis 8 mois. Sans opération, elle en perdrait définitivement l'usage. Le fonds médical communautaire avait travaillé, mais il manquait 50 $. Le temps était écoulé. L'opération était prévue pour mardi. Eudora baissa les yeux vers ses mains. Elle pensa à 40 années passées à tenir les mains de personnes en souffrance. Elle pensa à ce que signifiait en perdre l'usage. Elle pensa à une jeune femme dont toute la subsistance reposait dans ses doigts. Elle ouvrit son sac. À l'intérieur, il y avait 50 $. Les derniers avant son prochain versement de sécurité sociale, dans 11 jours. Elle survivait avec ce qu'il y avait dans son réfrigérateur. 3 œufs, une demi-brique de lait, un quignon de pain, et elle se répétait que 11 jours, ce n'était rien. Elle avait attendu plus longtemps pour des choses plus dures. Elle sortit les 50 $. Elle les tint un instant. 50 $, 11 jours avant le prochain versement. 3 œufs dans le réfrigérateur, un quignon de pain et une demi-brique de lait qui s'épuiserait avant la fin de la semaine. Elle avait déjà vécu des calculs plus difficiles que celui-ci. Elle avait traversé Gérald, puis Elroy, puis un cambriolage qui lui avait pris tout ce qu'elle avait économisé en 40 ans. Elle avait avancé à travers tout cela parce qu'avancer était ce qu'elle savait faire. Elle se leva et marcha vers l'avant. Elle posa l'argent sur le plateau d'offrande. La coordinatrice du fonds le regarda. Elle connaissait Eudora. Elle savait ce qui lui était arrivé 2 ans plus tôt. Elle tendit la main pour lui rendre le billet. Eudora referma les doigts de la coordinatrice dessus. « Ce n'est pas grand-chose, dit-elle, mais c'est tout ce que j'ai aujourd'hui. » Elle retourna à son banc. Elle prit son manteau. Elle rentra chez elle. Elle ouvrit son réfrigérateur. 3 œufs, une demi-brique de lait, un quignon de pain. Elle se prépara à manger. Elle ne pensa plus aux 50 $. Elle ne les donna pas pour être retrouvée. Elle ne les donna pas en attendant quelque chose en retour. Elle les donna parce qu'une jeune femme allait perdre l'usage de sa main, et qu'Eudora avait passé 40 ans à comprendre ce que cela coûtait, et que 50 $, c'était ce qu'elle avait. Certaines décisions sont simplement aussi claires que cela. Elle ne savait pas que la grand-mère de cette jeune femme la cherchait depuis 31 ans. Elle ne savait pas que le nom inscrit sur l'enveloppe d'offrande, Eudora Holt, allait parcourir 3 rues, changer de main 2 fois et parvenir à une femme qui gardait quelque chose appartenant à Eudora depuis 1995. Elle rentra simplement chez elle et se prépara à dîner. 2 ans auparavant, Eudora possédait 190 000 $. Pas une fortune. L'accumulation de 40 années de vie prudente. Le salaire d'une infirmière réparti, économisé et protégé pendant 4 décennies, car Eudora avait compris tôt que le seul filet de sécurité qu'elle aurait serait celui qu'elle construirait elle-même. Elle possédait sa maison, entièrement payée. Une petite maison de 2 chambres sur Gaston Street à Savannah, remboursée en 1998, dont elle gardait l'acte dans une boîte à chaussures sous son lit. Elle avait sa pension. Elle avait ses économies. Elle recevait son chèque de sécurité sociale le 2e mercredi de chaque mois, sans faute. Elle avait aussi un petit fonds d'urgence dans un compte séparé, jamais touché et jamais destiné à l'aide. 10 000 $ mis de côté pour les problèmes qui n'annoncent jamais leur arrivée. Elle avait assez. Pour la première fois de sa vie adulte, elle avait assez. Il lui avait fallu longtemps pour en arriver là. Elle s'était mariée jeune. Un homme nommé Gérald, charmant avant de devenir cruel. Elle l'avait quitté. Elle était retournée à l'école d'infirmière, avait construit une carrière de ses propres mains, sans demander d'aide à personne. Elle avait eu un enfant de ce mariage. Un fils nommé Elroy.
Drépanocytose. Elle avait géré ses soins pendant 26 ans avec les connaissances d'une infirmière et l'amour d'une mère. Il mourut à 32 ans. Elle l'enterra un mardi. Elle retourna travailler le jeudi. Rester immobile dans la douleur lui semblait plus dangereux que de continuer à avancer. Alors elle avançait. Elle avait toujours avancé. C'était la seule façon qu'elle connaissait pour faire face à la perte. Avancer jusqu'à ce qu'elle devienne une partie d'elle, plutôt qu'un poids posé sur elle. Au moment de sa retraite, elle avait pris soin de milliers de patients. Elle tenait des fiches manuscrites sur chacun d'eux. Leur nom, leur peur, ce qui les aidait, si leur famille venait. Des milliers de cartes dans une boîte à chaussures dans son placard. 40 ans de personnes qu'elle avait accompagnées. Elle avait assez. Puis les appels commencèrent. Une voix calme et professionnelle qui connaissait son nom, sa banque, assez de détails pour sembler légitime. Elle posa des questions. Il avait des réponses. Elle transféra 40 000 $. 3 semaines plus tard, de meilleurs rendements, des relevés qu'elle pouvait voir. Elle transféra 80 000 $. 2 semaines après, elle transféra 60 000 $. Puis les relevés cessèrent d'arriver. Lorsqu'elle comprit ce qui se passait, 180 000 $ avaient disparu. En 8 semaines. Par une série de virements que sa banque signala trop tard et qu'un détective local reçut avec trop de politesse pour enquêter réellement. Ces affaires étaient difficiles à tracer. Ces gens difficiles à trouver. Elle devait faire attention à l'avenir. Elle rentra chez elle. Elle s'assit à sa table de cuisine. Elle pensa à 40 ans de vie prudente réduit à un numéro de dossier et à un haussement d'épaules compatissant. Puis elle se leva et prépara le dîner parce qu'elle avait faim et que le monde ne s'était pas arrêté parce qu'on l'avait volé. Ce qu'elle ne savait pas encore, ce qu'elle ne saurait pas avant 2 ans, c'est que la personne qui avait transmis son nom au réseau vivait 3 maisons plus loin. Cash Dwight avait 31 ans et avait grandi en mangeant à la table d'Eudora. Sa mère, Hattie, avait été la voisine d'Eudora pendant 22 ans. Lorsque Cash naquit prématurément et passa ses premières semaines en couveuse à Savannah Memorial, c'était Eudora qui restait avec Hattie dans la salle d'attente. Lorsqu'il se cassa le bras à 7 ans, c'était Eudora qui les conduisit à l'hôpital. Lorsqu'il obtint son diplôme, c'était Eudora qui fit le gâteau. Cash partit à Atlanta à 24 ans, revint parfois, apporta des cadeaux, appela sa mère, se montra présentable. Mais Hattie ignorait que Cash faisait partie d'un réseau d'escroquerie financière visant les personnes âgées depuis 4 ans. Ils ciblaient des femmes âgées vivant seules. Ils utilisaient des appels, des emails, des visites. Cash donnait les noms, les adresses, les profils financiers. Il avait été chez Eudora. Il savait ce qu'elle avait. Il ne vola pas une inconnue. Il vola la femme qui l'avait aidé à grandir. L'opération eut lieu mardi. Tanson Odessa Crane avait 24 ans. Couturière. Elle vivait de ses mains. Sa main gauche était dominante. Sans elle, elle n'avait rien. L'opération réussit. Elle retrouva l'usage complet de sa main. La coordinatrice mentionna qu'une femme nommée Eudora Holt avait donné les 50 $ manquants. Tanson n'oublia jamais ce nom. Sa grand-mère, elle, savait ce qu'il signifiait. Ottoline Faye du père, 79 ans, cherchait une infirmière nommée Eudora depuis 31 ans. En 1995, Ottoline était patiente à Savannah Memorial. Seule, une infirmière resta avec elle chaque soir après son service. Elle lui apportait à manger, lui parlait, lui tenait la main. Avant sa sortie, elle lui donna une carte manuscrite. Son nom, ses peurs, ce qui l'avait aidé, et en bas, aucune famille n'est venue, mais vous n'étiez pas seul. Ottoline conserva cette carte pendant 31 ans. Elle chercha cette infirmière sans jamais abandonner. Quand Tanson rentra et parla d'Eudora Holt, Ottoline comprit immédiatement. Elle demanda l'adresse. Elle arriva chez Eudora un mercredi après-midi. Elle frappa. Quand la porte s'ouvrit, Eudora vit une femme inconnue. 79 ans, droite, tenant son sac comme quelque chose qu'elle portait depuis longtemps et qu'elle allait enfin déposer. Eudora ne reconnut pas son visage. 31 ans change un visage complètement. Mais quelque chose dans sa posture la poussa à garder la porte ouverte. Ottoline ne dit rien au début. Elle fouilla lentement dans son sac. Elle en sortit une petite carte. Les bords étaient adoucis par des années de manipulation. Le papier avait jauni au coin. Elle la leva. Eudora la regarda depuis le seuil. Elle reconnut l'écriture. La sienne. D'il y a 31 ans. Écrite un mardi soir, à la fin d'un service de 12 heures dans une salle d'hôpital du sud de Savannah. Elle s'avança et prit la carte. Elle la lut, puis la relut. Elle leva les yeux vers la femme sur le perron. Elle ne se souvenait pas du visage, mais elle se souvenait de ce qu'elle avait écrit. Elle se souvenait de la peur derrière ces mots. Pas la sienne. Celle d'une femme seule dans un lit d'hôpital la nuit,
qui avait besoin que quelqu'un reste sans savoir comment le demander. Eudora était restée point. Je me souviens de vous, dit-elle point. Je sais. Je n'ai jamais cessé de vous chercher. Elles restèrent un moment dans l'embrasure de la porte de la petite maison d'Eudora sur Gaston Street. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les chênes au bout de la rue. Quelque part plus loin, un chien aboyait. Tout autour d'elle, le monde était parfaitement ordinaire. Puis Eudora ouvrit la porte plus grand point. « Entrez, dit-elle. » Ottoline connaissait Sandrine Marsh de l'église. Sandrine avait 46 ans, avocate spécialisée dans la fraude à la consommation à Savannah, experte en abus financiers envers les personnes âgées. Depuis 8 mois, elle montait un dossier contre un réseau opérant dans 3 États. D'autres victimes avaient déjà signalé le réseau aux enquêteurs fédéraux. Suffisamment pour ouvrir une enquête. Pas assez pour poursuivre. Elle avait des victimes, des relevés financiers, mais il lui manquait un témoin coopératif avec une documentation suffisamment solide pour soutenir l'accusation. Ce soir-là, Ottoline l'appela. Sandrine rencontra Eudora le jeudi matin et accepta immédiatement le dossier pro bono avant même de quitter la maison. C'était stratégiquement utile. La documentation d'Eudora était exactement ce qu'il fallait. Mais ce n'était pas la raison principale. Ottoline lui avait raconté, chaque année pendant 31 ans, l'histoire de cette infirmière qui était restée avec elle en 1995. Maintenant, cette histoire avait enfin trouvé un endroit où exister. La documentation d'Eudora était impeccable. 40 ans de soins lui avaient appris qu'une bonne documentation sauve des vies. Elle avait conservé chaque communication, chaque reçu, chaque relevé bancaire, chaque email depuis le premier appel. Un dossier qu'un procureur fédéral pouvait lire en une après-midi. Sandrine le lut en 40 minutes. Elle posa le dossier, se recula dans sa chaise, puis leva les yeux point. « Je sais qui vous a fait ça. » Eudora la regarda point. « L'homme qui leur a donné votre nom ?» dit Sandrine. « Nous surveillons son réseau depuis 8 mois. Il nous manquait l'intermédiaire, celui de l'intérieur. Votre dossier le place directement là. » Eudora resta silencieuse un moment point. « Qui est-ce » Sandrine lui dit. Eudora resta figée. Elle pensa à un garçon de 7 ans avec le bras plâtré dans sa voiture en route vers les urgences. Elle pensa à un gâteau de remise de diplôme préparé un samedi matin. Elle pensa à Hattie appelant depuis l'hôpital à la naissance prématurée de Cachon et aux nuits passées ensemble dans la salle d'attente. Elle pensa à la boîte sous son lit et à l'homme qui l'avait vue et avait transmis cette information à ceux qui savaient quoi en faire. Elle pensa au temps qu'il faut pour économiser 190 000 $ avec un salaire d'infirmière. Sa mère est au courant? Non, répondit Sandrine. Eudora regarda par la fenêtre vers la rue. Vers la maison 3 portes plus loin où la lumière de Hattie était déjà allumée dans la pénombre du soir point. Dites-moi ce qu'on fait ensuite. Cachon Dwight Foley fut arrêté un mardi matin, 6 semaines plus tard. 4 autres membres du réseau furent arrêtés le même jour dans 2 États. Accusation fédérale. Fraude électronique. Abus financiers sur personnes âgées. Un schéma criminel sur 4 ans, avec des dizaines de victimes. Le nom et la photo de Cachon passèrent aux informations locales. Hattie Louise Foley regarda le reportage depuis son salon, 3 maisons plus loin. Elle resta assise dans le noir après la diffusion, sans allumer la lumière. Elle porta seule le poids de ce qu'elle venait d'apprendre sur son fils. Puis elle mit son manteau, marcha jusqu'à la maison d'Eudora et frappa. Quand Eudora ouvrit, Hattie ne put pas parler. Elle pleurait depuis la fin du journal. Ses mains tremblaient. Elle n'avait rien préparé à dire. Il n'y avait pas de mots. Eudora la regarda. Une femme qu'elle connaissait depuis 22 ans. Pas Cachon, pas ce qu'il avait fait. Mais Hattie, qui n'avait rien su et qui venait parce qu'elle ne savait pas où aller avec ce poids. Beaucoup auraient fermé la porte. Eudora l'ouvrit davantage. Elle mit de l'eau à chauffer. Elle s'assit en silence à la table de cuisine. Elle prépara du thé. Elle le posa devant Hattie et la laissa rester dans un endroit chaud jusqu'à ce qu'elle soit prête à repartir dans le froid. Rien de plus. 3 semaines après l'arrestation, le procureur proposa un accord. Cachon voulait coopérer. Révélation complète. Structure du réseau. Information sur les comptes. En échange, une peine réduite, 3 ans au lieu de 14. Sandrine en parla à Eudora. Eudora réfléchit 2 jours. Elle pensa à 14 ans. Elle pensa à Cachon enfant. Elle pensa à tout ce qu'elle avait fait pour lui. Puis à ce qu'il avait fait. Elle pensa à l'argent disparu. Autant qu'il lui restait à attendre. Le 2e jour, elle appela Sandrine point. J'accepte l'accord. Ce n'était pas du pardon. Ce n'était pas de la compassion. C'était une décision.
Cachon prit 3 ans. La récupération des actifs prit 4 mois. Tout ne revint pas, mais suffisamment. Quand Sandrine annonça le montant, Eudora resta silencieuse. Elle lui demanda de répéter. Elle regarda ses mains. Ses mains qui avaient soigné des milliers de patients. Ses mains qui avaient donné $50 un dimanche sans rien attendre. Elle ne pleura pas. Elle resta assise longtemps. Puis elle se leva et fit à dîner. Ce soir-là, elle alla dans son placard. Elle sortit la boîte de fiches. Elle trouva celle d'Ottoline, datée de 1995. Elle la lut, puis la relut. Elle se souvint de ce mardi soir. Elle avait simplement fait ce qui devait être fait. Elle n'y avait plus pensé depuis 31 ans. Elle trouva une enveloppe. Elle écrivit l'adresse d'Ottoline. Elle y glissa la carte et un mot, « Vous m'avez retrouvé. Gardez-la. » Elle resta assise à sa table. Elle regarda sa maison, tout ce qu'elle avait traversé. Et quelque chose en elle se stabilisa enfin. Elle avait passé sa vie à être là pour les autres. Elle n'avait jamais demandé qu'on soit là pour elle. Elle n'en avait jamais eu besoin. Et pourtant, le monde était venu à elle. Elle avait écrit des noms pendant 40 ans. L'un d'eux était revenu. Le mardi suivant, elle était de retour au centre communautaire. Même chaise, même heure. Rien n'avait changé, et tout avait changé. La coordinatrice voulut parler. Eudora accrocha son manteau, prit le dossier et dit simplement « Qui est le premier ?» Cachon Dwight Foley accepta 3 ans. Certains appellent cela justice. D'autres disent que ce n'est que de l'arithmétique. Et puis il y a Hattie, assise à cette table, buvant le thé qu'Eudora lui avait préparé. Beaucoup auraient fermé cette porte. Eudora ne l'a pas fait. À toi de décider ce que cela signifie. Si cette histoire t'a fait penser à quelqu'un qui a toujours été là pour les autres en silence, envoie-la lui ce soir. Abonne-toi à Storytelling Empire. À la prochaine histoire. Merci d'avoir regardé.